Bonjour, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur et sur notre plateforme France.tv pour ces entretiens politiques consacrés à l'élection municipale à Menton. Nous sommes avec Florent Champion. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tête de liste pour la liste qui s'appelle Menton en Action. Vous êtes LR, à titre personnel, vous avez la carte LR. Et puis, je précise donc que cet entretien a été enregistré dans le cadre d'un TikTok Live, un direct TikTok pour parler en bon français. Et nous sommes donc avec Julie. Bonjour Julie, vous allez donc relayer les questions des internautes, expliquez-nous. Oui, exactement. Alors on a lancé un appel à nos téléspectateurs quelques jours avant cette interview pour nous poser des questions sur votre action politique, Florent Champion, votre engagement, votre campagne. Donc on a déjà reçu pas mal de questions. Il est encore temps de poser ces questions sous ce live TikTok. Et de mon côté, Henri, vous poserez vos questions et moi, je relayerai les questions des personnes qui nous regardent actuellement à l'heure où nous enregistrons cette émission. Alors, Florent Champion, on va, j'ai dit, tête de liste Menton en Action. Alors, on va voir d'abord comment vous en êtes arrivé là. Vous avez 30 ans, vous êtes élu en ce moment au conseil municipal de Menton. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez dans la majorité du maire sortant, Yves Juel, qui ne se représente pas. Quel a été votre parcours pour en arriver là aujourd'hui? Absolument. Lorsque, en 2022, nous avons eu des élections municipales anticipées à la suite du décès de M. Guibal, qui a été maire de la ville pendant 32 ans, un maire emblématique, nous avions fait le choix de soutenir M. Juel sur la base d'une double promesse, celle d'aller vers plus de transparence et celle de pouvoir aller vers de la transition en faisant monter en compétence une liste de personnes engagées, dynamiques, qui auraient pu s'inscrire dans la durée. Malheureusement, ce mandat, et il faut avoir l'honnêteté... Attendez, juste, ça vous en aviez parlé avec lui? Oui, écoutez, c'était clair. Monsieur Juel, en 2022, quand il s'est présenté devant les électeurs mentonnais, s'était engagé à ne faire qu'un mandat pour assurer une transition après justement la période de M. Guibal et porter une nouvelle équipe sur le devant de la scène pour amener Menton dans la continuité de ce qui se passait, mais en toute sérénité et en toute transparence. Alors là, jusque-là, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe après ? Nous avons été élus, les Mentonnais ont fait confiance à M. Juel pour être élu à la tête de la ville de Menton. Malheureusement, comme vous le savez, c'est un secret de Polichinelle, tout le monde l'a vécu, tout le monde l'a ressenti. Nous avons traversé des périodes difficiles avec des affaires qui se sont malheureusement multipliées. Et chaque élu a sa tâche dans le cadre de cette délégation à essayer d'attirer l'attention du maire par rapport à certains mauvais conseils qui auraient pu être donnés. Malheureusement, les choses sont allées de mal en pis. Nous avons essayé d'assumer notre mission jusqu'au bout, dans l'intérêt des agents que nous servions par rapport à nos délégations, dans l'intérêt surtout des Mentonnais. Et quand nous avons eu le sentiment du travail accompli par rapport à cette mission, cette feuille de route sur la mandature, et que malheureusement, le bruit des affaires devenait insupportable, nous avons fait le choix de prendre notre distance par rapport à M. Juel. Donc à ce moment-là, vous prenez votre distance, c'est-à-dire vous quittez la majorité, vous créez un groupe, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, au mois de juin, à la suite des révélations et de l'avenir judiciaire concernant l'affaire dite des ports de Menton autour de M. Messina, nous avons fait le choix de créer un groupe indépendant au sein du conseil municipal, le groupe qui s'appelle Menton en Action, qui sera le groupe qui va lancer ensuite l'initiative citoyenne de candidature aux élections municipales. Alors, vous avez parlé de cette affaire des ports de Menton. Il va y avoir un procès. On n'est pas là pour refaire l'affaire. De toute façon, on ne peut pas la faire. On peut pas le faire. Il y a des procédures en cours. En revanche, on peut aborder la chose sous l'angle suivant. Vous êtes deux candidats, vous et puis Madame Sandra Père, qui étiez donc dans l'équipe municipale de M. Juel. Est-ce que les Mentonnais, de M. Guibal, pardon. Est-ce que l'équipe municipale ne peut, les Mentonnais, pardon, ne peuvent pas vous dire, vous êtes associé un peu quand même à tout ce qui s'est passé, de près ou de loin. Vous étiez dans l'équipe qui est associée à ces affaires. Vous savez, après, quand on est dans un groupe, forcément, on a tendance à faire un amalgame. Après, chaque Mentonnais, chaque Mentonnaise sait à qui il a affaire
croyez-moi. Il sait qui est présent sur le terrain, il sait quel élu est investi dans le cadre de cette délégation, qui fait tourner la boutique par rapport à son domaine de compétences, et chacun est bien conscient des responsabilités des uns et des autres. Donc je pense que les Mentonnais feront preuve d'un meilleur discernement que celui-ci. Vous en parlez avec eux quand vous tractez, par exemple? Oui, alors c'est normal qu'il y ait des incompréhensions parce que malheureusement, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que l'on subit aussi cette mauvaise réputation de la ville. Moi, vous savez, je travaille à Monaco et ça me fait mal au cœur que d'entendre des collègues de travail qui me disent « Ah ben dis donc, à Menton, ça chauffe encore ». Bien sûr que ce n'est pas l'image qu'on a envie de renvoyer de la ville que l'on aime et pour laquelle on s'investit et on travaille. C'est pour ça que j'espère que ces élections municipales vont permettre de tourner définitivement la page des affaires judiciaires, la page des actualités judiciaires que nous vivons depuis trop longtemps, pour se projeter plus sereinement vers l'avenir. Alors, vous avez donc créé un groupe au sein du conseil municipal. C'est un groupe d'opposition, du coup? Oui. Comment ça s'est passé à partir de ce moment-là? Est-ce que le climat s'est tendu? Comment la vie municipale s'est-elle déroulée? Oui, effectivement, le climat s'est tendu. Monsieur Juel, après avoir hésité à éventuellement se représenter, a voulu se rapprocher de Monsieur Sarkozy en lui apportant son soutien. Voilà, c'est un choix qui lui appartient tout à fait. Nous, on est là pour tracer notre action au service de Menton, des Mentonnais, et c'est la seule chose qui nous intéresse. Pourquoi donc, on peut dire qu'il y a eu des dissidences dans l'équipe. Pourquoi vous êtes deux? Pourquoi il y a vous? Pourquoi il y a Sandra Père d'un côté? Pourquoi vous vous êtes pas mis d'accord tous les deux? Écoutez, chacun porte son engagement depuis plusieurs années. Madame Père le sien, moi également de mon côté, à travers des histoires, des sensibilités différentes. Madame Père est une élue mentonnaise depuis longtemps, je le suis aussi. Chacun trace sa route avec ses convictions, ses idées, et je pense que c'est bien aussi qu'il y ait une offre électorale qui soit la plus large possible pour être susceptible d'intéresser le plus de monde. Parce que l'enjeu, il est bien là, c'est essayer d'arriver à faire en sorte de manière collective qu'il y ait le plus de Mentonnais qui arrivent à voter, et peut-être qu'à travers cette pluralité de l'offre, on y arrivera. Julie? Est-ce que vous seriez prêt à faire une alliance avec Madame Père? C'est une question qui est posée par Stéphane à Menton, avec Madame Père d'ailleurs, ou avec d'autres candidats de droite. Écoutez, nous sommes engagés dans une campagne électorale. Madame Père est candidate, je le suis aussi, comme 4 autres candidats. Nous irons au premier tour, et puis à l'issue du premier tour, en fonction des forces en présence, nous verrons. Moi, mon combat et ma boussole, c'est l'intérêt de Menton. Et j'aurai toujours à cœur d'essayer de rassembler les Mentonnaises et les Mentonnais de bonnes intentions qui ont envie d'aider et de contribuer au développement de la ville. Donc nous verrons. Donc pour l'instant, la porte n'est pas fermée pour le second tour. Vous l'avez très bien compris. Alors, on va revenir au premier tour. On va parler, avant de parler de votre programme, on va parler de votre positionnement politique. J'ai dit au début, vous avez la carte des Républicains. Alors, si j'ai bien compris, plus pour longtemps, c'est ça? Oui, je suis un peu attristé de voir ce qui se passe au niveau national. C'est un spectacle qui, malheureusement, contribue les citoyens à se détourner de la politique. Je pense que la solution, elle réside surtout à travers l'engagement local par rapport aux réalités que vivent nos concitoyens. C'est pour ça que je n'avais pas sollicité d'investiture LR d'ailleurs, contrairement à d'autres candidats, et que je me présenterai en tant que divers droite aux élections municipales, avec des personnes qui sont plus à droite que moi sur la liste, et à l'inverse, des personnes qui sont plus à gauche. Les Républicains ont donné leur soutien à Louis Sarkozy. Est-ce que vous l'avez mal vécu? Est-ce que c'est pour ça que vous voulez quitter LR, ou est-ce que c'est uniquement pour le contexte national? Non, pas du tout. Enfin, c'était un secret de polichinelle. On se doutait bien que si le fils d'un ancien président de la République avait une ambition électorale, il serait appuyé par LR. Ce qui fait un petit peu sourire, excusez-moi l'expression, c'est de voir à quel point l'état-major des partis, les apparatchiks, que ce soit LR, Horizon ou Renaissance, se sont tous alignés selon ce même positionnement. C'est uniquement dû, selon vous, à la personnalité de Louis Sarkozy, peut-être à ses relations. Alors bien sûr, il y a son père, mais il n'y a pas que ça, il y a des caciques en politique. Oui, enfin écoutez, si Florent Champion allait se présenter à la mairie de Bordeaux, je ne suis pas sûr que les LR Renaissance ou Horizon de la région Aquitaine auraient accepté de me soutenir. Alors, vous êtes en revanche, une précision importante, vous êtes adhérent à Nouvelle Énergie. Oui. Nouvelle Énergie, c'est le parti de David Lisnard. Là, vous allez rester? Oui, oui. Oui. Est-ce que c'est
aujourd'hui l'offre politique qui vous correspond le mieux au niveau national? Tout ça pour que les gens vous situent. Hein. Écoutez, David Lisnard a au moins le mérite d'essayer de développer un corpus d'idées. On est malheureusement dans une vie politique qui est devenue l'apanage de la communication, de la petite phrase, du buzz, où on a du mal à développer une réflexion dans l'intérêt général au bénéfice de la nation. Et je crois que M. Lisnard a cette qualité de réflexion, de proposition d'idées, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, mais en tout cas, il porte une voix intéressante et qui mérite d'être écoutée. Est-ce que vous avez parlé de votre candidature avec lui au moment de vous déclarer? Oui, nous en avons parlé avec également son entourage. Monsieur Lisnard n'est pas dans une logique à travers son parti de vouloir soutenir des candidats peut-être au niveau local, mais en tout cas, moi, ça n'entache en rien ma motivation pour cette élection municipale à Menton. Je vous dis ça parce que c'est aussi quelqu'un qui a de l'expérience, hein, oui, qui a été réélu maire avec un pourcentage assez important. Vous le connaissez bien? Il vous donne des conseils? Non, je ne le connais pas bien, je ne vais pas vous mentir là-dessus. C'est quelqu'un que j'ai pu croiser à quelques reprises, mais non, on n'a pas de lien particulier ou extrêmement étroit. Alors, Julie l'a abordé tout à l'heure, il y a aussi dans le positionnement politique la question du second tour. Hein. Alors, il y a effectivement la question des alliances possibles. Il y a aussi la question d'un éventuel succès d'une candidate Rassemblement National. Vous le savez, hein, c'est une possibilité, elle est bien implantée, elle est députée de la circonscription, réélue au premier tour lors des dernières législatives. Si par exemple Alexandra Masson avait une avance très importante, est-ce que vous pourriez participer à un front républicain? Écoutez, j'ai une certitude, Monsieur Migou, c'est que nous serons au second tour. Donc à partir de là, j'essaierai de rassembler l'ensemble des forces en présence sur la base du projet que je porte, mais j'ai bien compris, un projet pour Menton. Non mais imaginez par exemple que vous soyez au second tour avec 13%, c'est possible, et que la candidate Rassemblement National soit très en tête, la question de votre maintien va se poser, vous le savez. Donc je repose la question, est-ce que vous pourriez participer à un front républicain? Et question bis, est-ce que cette notion de front républicain, elle a toujours un sens pour vous aujourd'hui? Moi, je ne m'engage pas à Menton pour être le marchepied ou le faire-valoir de quelqu'un au premier ou au second tour. Moi, je m'engage pour porter un projet pour la ville. Donc, si à l'issue du premier tour, nous n'étions pas en capacité de le faire, je maintiendrai ma position. Ma position, elle est claire, je porte un projet pour les Mentonnais, je l'assumerai jusqu'au bout et je compte bien rassembler autour de moi au second tour les personnes qui se reconnaîtront dans ce projet qui est un projet, contrairement à d'autres candidats, excusez-moi Monsieur Migou, mais qui est un projet local basé sur la réalité concrète de ce que vivent les gens. Et on n'est pas là sur une élection nationale comme on peut l'entendre ou comme on peut le voir par ailleurs, on est là pour parler de Menton et des Mentonnais. Vous êtes sûr que le contexte national n'aura pas une importance sur le contexte local? Il aura une influence, mais ce ne sera pas pareil qu'une élection législative. C'est-à-dire que les gens avec qui vous parlez là en ce moment, sur les marchés, quand vous tractez, ils vous parlent que du local ou ils vous parlent aussi? Est-ce qu'ils vous disent pas, par exemple, on en a un peu assez de tout ce qui se passe, le budget, on ne comprend plus rien? Oui, bien sûr, il y a ce contexte, vous savez, Ils ne vont pas se défouler? Non, l'élément qui revient le plus souvent à travers les conversations, et je pense que les autres candidats vous le confirmeront, au-delà du programme, c'est l'attente concernant la liste. Les personnes qui vont entourer les candidats qui se sont déclarés aujourd'hui. Énormément de Mentonnais nous disent on est intéressé, on va voir en fonction des listes que vous nous proposez, parce qu'on veut être sûr aussi que derrière, quand on aura un souci, quand on aura un besoin, on aura une équipe à disposition qui nous permettra de rentrer en contact, d'avoir cette écoute, cette proximité et cette compétence par rapport à Menton. Et justement, cette liste, est-ce que vous l'avez déjà composée? Est-ce que vous savez déjà qui sera votre premier adjoint ou votre première adjointe, par exemple? Oui, écoutez, la liste est en cours de finalisation, tout comme le programme, et on aura l'occasion dans les tout prochains jours, prochaines semaines, de la dévoiler au public. On a une date peut-être ou vous dites dans les prochains jours? Écoutez, à Menton, il y a une fête importante qui se profile, celle de la fête du citron, Exact. Donc le calendrier pourrait coïncider. Alors, on revient sur cet aspect possibilité d'une élection d'une candidate Rassemblement National. Aujourd'hui, Florent Champion, est-ce qu'il y a dans le contexte local et puis dans le contexte national actuel la voie pour un discours de droite modéré ou de centre-droit? Est-ce qu'il y a la place aujourd'hui? Oui, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a renoncé
à expliquer, à faire preuve de vulgarisation, de pédagogie auprès des gens. Et moi, c'est aussi le combat que je veux porter. Je veux aller au-delà des idées reçues. C'est facile quand on appartient à un parti au niveau national, qu'on est député ou qu'on a une étiquette, d'aller recycler sur le terrain un discours au national. Non, la réalité, souvent, elle est bien plus complexe que ça. Et quand on fait cet effort d'expliquer aux gens concrètement quels sont les problèmes, quelle est la situation et comment on pourra sincèrement y répondre, ça évite d'arriver à cette frustration du sentiment finalement de déception parce qu'en campagne électorale, on fait des belles promesses, c'est la liste au Père Noël et puis après les électeurs sont déçus. Donc expliquer les choses dans sa complexité, avec attention, avec pédagogie, mais pour que les citoyens regagnent confiance dans l'action publique. La présence de Louis Sarkozy, c'est aussi une des particularités de cette élection. Elle fait se braquer les projecteurs en fait sur cette élection municipale. Hein. Est-ce que ça vous gêne ? Écoutez, c'est son choix, il lui appartient. Je ne peux rien faire pour contrecarrer cette exposition médiatique. Ce que je regrette, c'est l'image que ça renvoie. Finalement, c'est l'image d'un tourisme électoral, qu'on peut tomber amoureux d'une localité 8 mois avant une élection et ambitionner d'en être le premier édile pendant 6 ans. C'est cette image-là qui me navre un petit peu. Julie, pardon Henri, une question sur le live, c'est quoi une politique de centre-droit finalement, de centre-droite dans une ville comme Menton où le Rassemblement national est donné favori ? Je pense qu'il faut arrêter avec ces curseurs de centre-droit, de Rassemblement national, de grille de lecture à travers des appareils politiques. C'est juste le parti du bon sens, avoir une approche qui est équilibrée par rapport à des réalités concrètes que vivent les gens. Moi, je vous dis que je suis de droite parce que c'est mon héritage politique, culturel. Mais encore une fois, à Menton, au niveau local, pour des questions de proximité, quand on parle de sécurité, de logement, d'infrastructure, ce n'est pas être de droite ou de gauche, c'est savoir si vous avez la passion et cette flamme, cette volonté de servir la ville que vous aimez et dans laquelle vous vivez. On le développera tout à l'heure parce que vous êtes mentonnais depuis longtemps. On fera la dernière partie de l'entretien là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on peut être maire de Menton sans y avoir toujours vécu ? Parce que c'est une tradition à Menton. Les maires n'étaient pas toujours mentonnais. Hein. C'est loin d'être le cas. Vous avez raison. Ça fait 100 ans que les maires n'ont pas été mentonnés. On peut être un bon maire même si on n'est pas originaire de la ville. Bien sûr, mais pour ça, je pense qu'il faut un peu de temps pour comprendre les équilibres qui sont si particuliers, si fragiles à Menton. On y reviendra peut-être plus tard, mais Menton, on est sur un caractère qui est presque insulaire à l'extrême est du département, avec Monaco et l'Italie voisine. Donc il y a une mentalité particulière qui ne peut pas s'appréhender en 8 mois, surtout dans le cas d'une élection municipale, parce que vous allez devoir aller constituer une équipe avec 40 autres personnes, et il faut que vous puissiez avoir confiance ces personnes, les connaître par rapport à leurs compétences, par rapport à leur vécu. Et c'est ça aussi un gage de fiabilité dans le futur exécutif municipal que vous allez proposer aux Mentonnais. Il y a 41 personnes sur la liste. Oui, 39 plus 2 suppléants. Ouais, 41. Okay, ouais. Ça fait beaucoup d'ailleurs. Hein. Ça fait beaucoup. Elle est prête, votre parité. Liste ? Oui. Elle est prête ? Elle est prête. À parité. Oui, parce que la parité, c'est la loi maintenant dans les municipales. Et c'est encore plus difficile pour les petites communes, malheureusement. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, votre programme, Florent Champion. Alors, d'abord, on va parler rapidement de cette question des ports dont vous avez parlé. Je rappelle, il y a un procès pour détournement de fonds publics au sein des ports de Menton qui aura lieu en mars 2026. Il y a une procédure en cours, on ne va pas rentrer dans le détail de l'affaire. En revanche, la question qui se pose pour tous les candidats qui vont se présenter, donc vous, est-ce que ça implique de redéfinir un mode de gestion de la municipalité ? Ce que je crois, c'est que l'outil qui est utilisé aujourd'hui, qui est une SPL, une société publique locale, c'est-à-dire de droit privé avec des actionnaires publics, est un bon mode de gestion. La difficulté que l'on a connue, c'est que c'est un outil qui a été dévoyé depuis sa création et qui a été mal géré. Ce qu'il faut, c'est remettre des professionnels qui ont une expertise en matière d'infrastructure portuaire, du plan d'eau, à la tête de cette société. Que l'élu soit là pour tracer une voie politique, une stratégie, une vision, c'est normal et il faut que Menton garde la mainmise là-dessus, sur la vision de long terme. Mais il faut que d'un point de vue opérationnel, cette société, elle soit gérée par un directeur général et par une équipe administrative et opérationnelle qui ait une expertise en la matière. Il faut vraiment qu'on puisse dépolitiser la chose le plus possible. Et il faut qu'on puisse, à travers ce nouveau mode de gestion,
arriver à travers des garanties d'usage à lever les fonds nécessaires pour faire les travaux nous-mêmes. Les ports de Menton, avec près de 1300 anneaux, avec des commerces associés, c'est une richesse pour la ville. Ça peut être demain un levier économique de développement. Et ça serait une erreur fondamentale que de confier ce levier formidable de Menton à un partenaire privé dans le cadre d'une délégation de service public. Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce que la gestion des ports, c'est capital dans les communes, notamment ici, hein, dans le sud-est, dans les Alpes-Maritimes. Donc ce modèle-là dont vous venez de parler, il sera dans votre programme, il sera décrit, il sera transparent. Est-ce que vous prenez l'engagement ici? J'en prends l'engagement et vous le verrez puisque le programme sera distribué dans quelques jours, dans quelques semaines. Il y aura une partie réservée à la gestion des ports de Menton et aux leviers économiques qu'ils peuvent être demain pour la ville. Par exemple, sur cette question-là, est-ce que vous vous engagez à rendre des comptes, à publier en toute transparence la gestion de ces ports au cours du mandat? Mais bien sûr, moi je n'ai rien à me reprocher sur les ports comme sur aucun autre sujet. Moi je vis à Menton, je vis cette ville, je veux être le plus transparent possible à l'égard de nos concitoyens mentonnais et surtout essayer de leur redonner confiance en politique. C'est ça aussi le message que je veux faire passer à travers cette candidature, qu'on puisse avoir de nouveau confiance en la politique et en l'action publique, au moins au niveau local. Alors, le reste de votre programme, Florent Champion, vous n'êtes pas le premier avec qui on fait cet entretien. C'est vrai qu'il y a pas mal de dossiers qui reviennent sur la table. Hein. Beaucoup nous parlent de logement. Quelles sont vos priorités à vous? C'était un vrai sujet, le logement, vous venez de le dire et je me permets de rebondir là-dessus puisque j'ai été adjoint délégué aux affaires sociales avec tout l'établissement public du CCAS et la question du logement social qui est une question très difficile à Menton. Vous avez reçu un candidat précédent qui faisait état de la demande de logement social. On est quasiment à 1400 demandes de logement social à Menton qui sont en attente et des gens qui habitent d'ores et déjà la commune. C'est une vraie problématique. On estime qu'il y a 2/3 de la population de l'agglomération qui serait éligible au logement social. Pourquoi? Parce qu'on a un foncier qui est si cher, qu'il y a une pression qui est faite contre les locations annuelles. Et il faut qu'on puisse traiter avec force, avec réalisme et pragmatique la question des locations saisonnières, type Airbnb entre guillemets, pour mieux les réguler et avoir une meilleure offre de logement pour les Mentonnais, pour ceux qui y habitent. Alors, ce qui est difficile dans la question du logement, c'est qu'il n'y a pas une mesure phare, il n'y a pas de baguette magique. C'est un ensemble de plusieurs mesures qui vont permettre d'améliorer la situation. Je parlais de la question des Airbnb, avoir une équivalence stricte entre un logement en Airbnb et si vous voulez aller au-delà, avoir une location annuelle obligatoire pour des actifs, mieux contrôler également en lien avec les offices notariales la destination des logements qui se vendent à Menton, avec l'obligation qu'il y ait une résidence principale ou une location annuelle pour des actifs, et puis la volonté de créer des logements sociaux et des logements de manière plus large, y compris en centre-ville. Il faut arrêter vraiment de bétonner les vallées qui sont déjà très denses, très peuplées, avec les contraintes que ça implique. Et il faut qu'on se concentre sur des opérations de réhabilitation, requalification en centre-ville. Alors ça veut dire donc les Airbnb, on contrôle, on réglemente en gros, hein, de façon comme le font d'ailleurs certaines communes, hein, ça se fait à Nice. Vous parliez du problème du logement social, la loi SRU. Qui impose un quota, entre guillemets, hein, de logements sociaux aux constructions. Elle n'est pas respectée, comme dans beaucoup de communes aussi ici, donc il y a des pénalités. La problématique de Menton, elle est connue, c'est que le territoire, il est petit, il est coincé entre la mer et la montagne, on peut pratiquement plus beaucoup construire. Comment vous faites ? On n'arrivera jamais à atteindre les objectifs fixés par l'État. Donc on paiera toujours des pénalités. Bien sûr, mais ça il faut le dire aux gens, on paiera toujours des pénalités. Aujourd'hui, on paye 1 600 000 € de pénalités, là où il y a encore quelques années, on était à 400 000. Vous voyez l'augmentation conséquente pour le budget de la ville. Si on devait répondre aux objectifs de l'État par rapport au contrat de mixité sociale, il faudrait qu'on ait l'obligation de construire 900 logements en 4 ans, 900 logements sociaux en 4 ans. Ça veut dire plus de 2000 logements en tout. Vous voyez la morphologie de la ville. Mais les contraintes de l'État, elles ne vont pas s'arrêter. Non, mais il faut que le problème soit pris à bras-le-corps par la représentation nationale,
par les ministres pour faire changer le cadre de cette loi. Parce que sinon, Menton payera toujours cette taxe. Et malheureusement, cette taxe aura vocation à augmenter. Mais le but, ce n'est pas de défigurer la ville. On ne va pas faire des tours comme à Monaco, partout, sur le littoral mentonais. Ce n'est pas ça, parce qu'au-delà de la création du logement, il y a aussi la question des infrastructures publiques qui se posent par rapport à la voirie, par rapport aux écoles, par rapport aux crèches. Et on ne peut pas se permettre d'entasser les gens les uns sur les autres au détriment de la qualité de vie, pour le principe de faire plaisir à l'État par rapport à des objectifs qui sont inatteignables pour Menton. Non, j'ai compris, mais c'est important ce que vous nous dites. En fait, ce que vous nous dites, c'est que finalement, c'est un peu fataliste. Vous dites, il faut que ce soit les députés, il faut que ce soit la représentation nationale qui fasse changer les choses. Il faut qu'il y ait une loi nationale, en gros, puisque à Menton, on ne peut plus vraiment rien faire. Et ce qui est encore plus navrant, M. Migou, c'est la perte totale, la perte progressive en tout cas, du pouvoir du maire sur l'attribution du logement. C'est-à-dire, expliquez-nous. Bien, parce qu'à partir du moment maintenant où vous êtes dans une ville carencée, comme c'est le cas pour Menton… Carencé, ça veut dire qu'il paye des pénalités. Absolument. À partir du moment où vous avez un ensemble d'habitations qui se crée avec au moins 10 logements, 40% de ces logements doivent être fléchés sur du logement social. Et dans ces 40% du logement social, une part importante est à la main du préfet à travers la loi DALO, avec la possibilité malheureusement pour la préfecture de proposer des gens qui ne sont pas issus de Menton. Et pourtant, on a 1500 demandes en attente sur le territoire, presque 1500 demandes en attente. Pourquoi le maire, il peut rien ? Parce que c'est le contingent de la préfecture. Et c'est le préfet qui propose les candidats à la commission d'attribution. Donc il faut vraiment que le préfet et le maire travaillent de concert, main dans la main, pour que les dossiers prioritaires logement soient des DALO mentonnais et non pas des DALO niçois, de Cap d'Aille ou d'ailleurs, qui viennent ici à Menton, alors qu'on a… C'est des publics prioritaires en termes d'accès au logement. Donc, ça veut dire que les autres candidats, peu importe lesquels, qui diraient on va construire plus de logements sociaux à Monaco, c'est pas possible. À Menton, c'est pas possible. On peut le faire, construire des logements sociaux, mais il faut qu'on en construise plutôt en centre-ville et de petites unités. Ouais. Mais les grands ensembles, tels qu'on les a connus par le passé, dans les vallées du Careil ou du Bourg-Rigaud par exemple, c'est fini. Et surtout plus. Et vous, en tant que maire, vous construirez donc des petites unités de logement social, puisque c'est une préoccupation de Daniel à Menton. Il y a des gens qui sont en demande, vous le disiez, j'ai plus les chiffres en tête, 1,6, plusieurs milliers de demandes de logement social. Comment vous rassurez les gens ? C'est important de construire des petits ensembles de résidences, notamment sociales, en centre-ville à Menton, pour essayer d'avoir une adéquation au niveau du parc social de la commune. Parce qu'on constate que le gros du parc social est situé sur le nord de la ville, dans les vallées. Et dans ces vallées, vous avez des gens qui ont une attribution d'un logement social il y a 15, 20 ans, qui ont vu leur situation évoluer avec des enfants qui ont grandi, qui sont partis du domicile et qui se retrouvent aujourd'hui en couple ou seuls dans un 4 pièces. Et ces personnes-là, si vous leur proposez la possibilité en tout cas de revenir en centre-ville, à proximité des commodités, avec l'âge avançant, ça permettrait de rationaliser le parc social en son sein pour qu'il y ait des familles nombreuses avec enfants en bas âge qui puissent profiter de ces logements qui sont aujourd'hui en sous-occupation. Donc ça veut dire qu'en matière de logement, vous dites, si j'ai bien compris le message que vous voulez faire passer, on fera ce qu'on peut dans la mesure des pouvoirs du maire, dans la mesure de ce que peut faire le maire en matière de logement et de logement social. Mais le but, ce n'est pas de raconter de mensonges aux uns et aux autres. Donc, un ensemble de dispositifs pour faire baisser la pression par rapport au Airbnb, donc faciliter les locations annuelles pour les actifs, une politique réaliste en matière de logement social en fléchant des opérations sur le centre-ville de Menton et ne pas surtout densifier davantage les vallées. Et puis aussi utiliser les appartements municipaux, puisqu'il faut savoir que la ville de Menton a en sa possession à peu près 109 logements dans lesquels nous avons placé des agents municipaux au fur et à mesure des années qui jouissent de ces logements. Mais il faut que ces logements puissent être réhabilités progressivement, puisque certains sont dans des états assez vétustes, et qu'on puisse avoir une vraie politique d'utilisation de ce foncier communal
pour flécher sur les activités dont la ville a le plus besoin, que ce soit par rapport aux policiers municipaux, on en reparlera peut-être après dans le cadre de la sécurité, mais pour faire venir des policiers municipaux à Menton, il faut être attractif par rapport à la rémunération, mais aussi par rapport au logement, puisque la cherté de la vie est telle qu'il faut proposer des solutions de ce type pour faire venir les effectifs adéquats. C'est pas tout de vouloir augmenter de 80% l'effectif de la police municipale, il faut aussi que ce soit une réalité et que les personnes qui veulent travailler à Menton, qui apportent une compétence, une plus-value que la ville n'a pas ou a besoin aujourd'hui, puissent avoir cette possibilité de se loger à Menton. Parenthèse avant de continuer votre programme, vous savez c'est une question classique, mais il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ah oui mais Florent Champion, vous critiquez un peu le bilan, mais vous étiez dans l'équipe municipale avant. Donc pourquoi vous n'avez pas essayé de l'influer cette politique municipale, de la faire un petit peu varier ? Mais écoutez, c'est ce qu'on a fait puisqu'on a mis en place cette année pour objectiver, avant en tout cas la démission, qu'on puisse objectiver les critères d'attribution du logement social à travers justement une grille qui puisse prendre mieux en compte la situation familiale et la situation dite locale par rapport à la résidence sur Menton, par rapport à l'emploi sur la ville, par rapport aux métiers prioritaires, par rapport aux situations de handicap, par rapport aux violences intrafamiliales aussi qui deviennent une priorité. Donc nous avons fait des choses, nous avons mis en œuvre des choses, mais ces choses elles prennent du temps et ça nécessite aussi une vision plus large. Vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité, vous avez dit on va en reparler. On va parler un petit peu de sécurité. Est-ce que vous avez l'impression que certains candidats entre guillemets, hystérise un peu le débat autour de la question migratoire et de la frontière? Bien sûr, quand j'entends dire que la première des priorités en matière de sécurité, la principale menace à la sécurité de la vie de Menton, ce serait le flux migratoire à la frontière, excusez-moi, c'est une aberration. On ne vit pas dans la même ville, ça c'est assurément le cas. Aujourd'hui, le problème d'insécurité à Menton, il est lié à quoi? Il est lié aux infractions routières qui sont nombreuses, que ce soit en termes de vitesse, de bruit. Il est lié aux incivilités, beaucoup d'incivilités, aux mauvais comportements irrespectueux, parfois à des situations aussi d'ébriété ou de salubrité sur la voie publique, avec une recrudescence de sans-domicile. Et puis, ponctuellement par rapport à certains trafics de drogue qui peuvent se développer, notamment avec des consommations de produits stupéfiants plus dangereux qu'auparavant. Ce que vous nous dites en fait, c'est que Menton, bien que Menton soit une ville frontalière, les problématiques de sécurité sont assez semblables à celles d'autres communes, à peu près un peu ou prou, mais il n'y a pas de problème propre à l'aspect frontalier. Il faut qu'on soit vigilant, puisque c'est vrai que le flux a été réduit ces dernières années, mais il y a encore 3 ans, on avait un flux plus important. Donc il faut que le maire, en lien avec les services de l'État, avec la préfecture, les forces de l'ordre, puisse suivre cette question. Mais ce n'est pas une compétence propre du maire. Et dans les discours des Mentonnais qui vous arrêtent et qui vous parlent dans la rue, qui vous parlent de leur quotidien, ils vont plus se plaindre des problématiques que je vous ai citées que de migrants qui va passer à la frontière en cherchant à aller à Nice et monter dans les grandes villes européennes. Alors du coup, justement, les problématiques que vous venez de signaler, c'est-à-dire un trafic de stupéfiants qui se développe, les problèmes d'incivilité, les problèmes de sécurité routière aussi, quelles sont vos solutions ? Il faut qu'on puisse avoir une augmentation modérée de l'ordre de 20% de l'effectif de la police municipale, mais il faut aussi et surtout qu'on puisse la réorganiser à travers un système d'îlotage, l'augmentation de brigades pédestres pour qu'on puisse voir du bleu le plus possible dans nos quartiers et qu'on ait une vraie relation de proximité qui puisse se retisser entre la population et la police municipale. C'est grâce à ce rapport de proximité qu'on pourra mieux intervenir et mieux aussi prévenir les situations difficiles. Il faut qu'on puisse continuer également le déploiement de la vidéosurveillance sur les axes névralgiques de la ville avec l'installation de bornes d'appel d'urgence en priorité au niveau des écoles et puis progressivement sur tous les lieux de rassemblement importants de la commune. Et j'aimerais aussi, c'est un argument qui me tient à cœur, qu'on puisse mettre en œuvre un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance en lien avec la police municipale, la police nationale et tous les acteurs locaux du territoire pour flécher les situations les plus problématiques afin d'intervenir le plus rapidement et efficacement possible avant que ça ne dégénère.
C'est-à-dire le rôle de ce conseil local, ce serait d'anticiper des problèmes, c'est ça, en consultant un petit peu les acteurs qui sont concernés? Oui, on se rend compte que le maillage d'informations au niveau local, il est extrêmement important. Quand on arrive à recouper les informations qui nous arrivent des services sociaux, des différentes forces de l'ordre, de la police municipale, de la police nationale, on arrive à mettre en commun des informations qui permettent d'intervenir rapidement et efficacement sur les situations à risque. Vous parliez du trafic de stupéfiants. C'est vrai que c'est un peu étonnant quand on pense à Menton parce que on n'associe pas forcément Menton au trafic de stupéfiants. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que le trafic de stupéfiants commence à exister dans des communes, même dans des communes rurales, hein. Est-ce que c'est un phénomène que vous notez Est-ce que la hausse est significative à Menton? Malheureusement, il y a eu une démocratisation de certaines substances qui étaient auparavant inaccessibles par rapport à leurs tarifs. Quand on voit aujourd'hui de plus en plus, par exemple, de sans-domicile qui consomment des drogues de synthèse, ça paraissait complètement inimaginable à une certaine époque. Et c'est pour ça que le discours aujourd'hui qui consiste à vouloir dire qu'on va dépénaliser ces substances-là, il est extrêmement dangereux dans une ville comme Menton, confrontée à ces réalités-là. C'est le discours de Louis Sarkozy qu'on a juste avant. Entre autres, ou comme d'autres responsables politiques en France qui pourraient vouloir la même chose. Oui, sauf que ça a déjà été tenté dans d'autres pays, c'est ce que vous diront les candidats en question, avec parfois du succès. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il faut avoir une approche intégrée, intelligente, dire aujourd'hui que c'est la porte ouverte à toutes les consommations, de toutes les drogues, y compris les plus dangereuses par rapport à notre jeunesse, alors qu'on a de plus en plus de problèmes d'addiction dès le plus jeune âge, c'est dangereux en matière de santé publique et tout simplement d'intérêt national. Quelles sont vos priorités en matière d'écologie? En matière d'écologie, il faut que ce soit une écologie qui soit la plus raisonnée possible et qui vise à concilier l'ensemble des usages. C'est vrai que c'est un gageur sur Menton parce que nous avons une bande littorale très étroite avec beaucoup d'usages, voitures, commerçants, piétons. Il faut baser l'écologie et l'action environnementale sur la concertation. Sur la concertation et aussi sur l'action de rénovation de notre patrimoine, de nos bâtiments publics qui sont parfois très anciens et sur lesquels on a beaucoup de progrès à faire. Donc on retient dans votre programme, vous avez parlé de logement, vous avez parlé de sécurité, on a compris que ce n'était pas forcément des problèmes liés à la question migratoire, mais des problèmes de sécurité du quotidien, si j'ai bien compris. L'écologie, vous avez quelques mesures concrètes à nous donner en matière d'écologie? C'était assez général là ce que vous nous avez dit. Il faut qu'on puisse, en matière d'écologie, surtout repenser la question de la circulation à Menton. C'est une question. Alors ça, vous n'êtes pas le seul à nous en parler. Dites-nous un petit peu. Alors c'est vrai qu'on ne va pas, nous, tous les jours à Menton, mais c'est vrai que ce n'est pas évident quand même de circuler là-bas. Non, ce n'est pas évident du tout par rapport à ce que je vous disais. Il y a déjà des choses qui ont été faites en matière de circulation. Il y a des choses qui ont été faites, mais il faut qu'on ait une vision la plus exhaustive possible à travers une étude sur le plan de circulation pour voir quel flux privilégier par rapport à d'autres. Surtout, nous avons la problématique d'être traversé par le flux de véhicules italiens qui vont en direction de Monaco et inversement, avec le bassin d'emploi que ça représente. Donc, une vraie réflexion sur la circulation, mais sur la base d'une étude particulière. Il faut aussi qu'on puisse travailler sur l'axe névralgique qui est le Careil, parce que le Careil, c'est la vallée qui permet d'accéder à l'autoroute, c'est la porte d'entrée de Menton. Donc là aussi, et qu'on puisse privilégier à chaque fois l'installation de parkings relais en périphérie du centre urbain, avec une meilleure système de correspondance de navettes électriques et de mobilité douce, qui puissent inciter, en tout cas encourager les gens à poser leur voiture et à récupérer et à profiter de la ville et de l'espace public avec ces mobilités douces. Il faut, en matière d'écologie, d'environnement, qu'on puisse renouer aussi avec le patrimoine végétal de la ville. Menton, c'est une ville-jardin. Les jardins sont en souffrance aujourd'hui dans les espaces publics, dans les jardins aussi remarquables d'exception. Il faut qu'on ait une vraie politique verte en matière de jardin pour mieux entretenir ces jardins-là, pour végétaliser davantage aussi l'espace public et la voirie, notamment au niveau des cours d'école, et qu'on puisse donner l'envie aux citoyens mentonnais de regagner des poumons verts de la ville qui sont un petit peu oubliés. Je pense à l'Ubac-Foran, je pense au terrain Boulard. Il faut qu'on puisse recréer des activités dans ces poumons verts pour reconnecter les citoyens à la nature. Alors, je vous avais dit, Florent Champion, la dernière partie de l'émission, c'est une partie plus personnelle dans ces entretiens, parce qu'on essaye un peu de faire mieux connaître les candidats. Je disais tout à l'heure, vous êtes
Vous êtes un enfant de Menton, vous avez toujours vécu à Menton. Quelle est votre histoire avec la ville? Je sais que votre famille était à Menton depuis 1623, est-ce que c'est vrai? Oui, alors, sinon je ne vous le dirai pas. C'est la première ascendance, en tout cas, à être arrivée à Menton en 1623. J'en suis fier, j'ai un attachement très, très fort à cette ville par rapport à ma famille, par rapport à mon grand-père duquel j'étais très proche, qui était parolier mentonnais, qui était engagé dans la vie associative et citoyenne locale. Lucien Sicardi. Absolument, qui déjà depuis mon plus jeune âge m'amenait assister au dépouillement des scrutins locaux en mairie. Donc c'est vrai que depuis mon enfance, j'ai cultivé ce goût de Menton qui me parle vraiment très fort, et puis cet intérêt pour la chose publique que j'ai poursuivi à travers mon parcours universitaire à Sciences Po, sur le campus mentonnais d'abord, orienté Moyen-Orient et Méditerranée, et puis ensuite à Paris pour mon master en affaires publiques. C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que Sciences Po à Menton, c'était une nouveauté à l'époque. C'était il y a je ne sais plus combien d'années d'ailleurs. C'était une nouveauté. Moi, j'ai intégré la promotion il y a en 2013. Au moins une dizaine d'années, ouais, un peu plus. Ouais. Quelle spécialité vous faisiez à Sciences Po Menton? C'est une spécialité qui est tournée vers le Moyen-Orient et la Méditerranée. Ouais. Donc, quand vous arriviez sur le campus, vous aviez l'obligation à l'époque d'apprendre la langue arabe à raison de 5 heures dans la semaine. C'est ce que vous avez fait? Donc, oui, bien sûr. Je n'ai pas eu de passe-droit particulier. C'était un exercice intellectuel très intéressant de se confronter à une autre culture, une autre vision des choses, avec des cours aussi d'histoire et de civilisation. Ça permet aussi d'appréhender parfois les débats qui sont douloureux, qui sont houleux au niveau de la société française par rapport à la question de l'immigration, de l'intégration de l'islam dans la société, par rapport aux conflits qu'on peut entendre malheureusement trop souvent. Ça vous donne une ouverture d'esprit, des clés de compréhension qui sont utiles pour savoir raison garder aujourd'hui. C'est ça vraiment, cet outil de la modération. Non mais justement, ce parcours à Sciences Po Menton, vous dites vous avez appris la langue arabe. Est-ce que ça vous amène, comme vous le dites, à considérer les problèmes nationaux de façon différente? Et je vais reprendre un terme que j'avais dit tout à l'heure, de façon un petit peu moins hystérisée, un petit peu moins irrationnelle. Bien sûr, puisque au-delà de cette formation de 2 ans, nous avions aussi pour vocation à aller 1 an dans un pays de la zone d'études. Donc j'ai passé mon stage à Casablanca, au Maroc, auprès d'une association qui déployait des programmes de français langue étrangère et des programmes artistiques dans les régions rurales du Maroc. Donc je me suis confronté à cette situation aussi de terrain, et vous en ressortez grandi. Et c'est là qu'on peut vraiment arriver à comprendre, qu'on arrive à concilier son identité propre, mon identité mentonnaise, mon identité locale, avec une identité aussi plus large, dans le respect de chacun. Vous en parlez ça aux gens quand vous tractez? Oui, bien sûr, mais vous savez, moi, quand je parle à un mentonnais, quand je veux le convaincre par rapport à mon programme, je ne lui demande pas de savoir s'il est mentonné depuis X générations comme moi, s'il est arrivé il y a 3 ans, s'il a la même confession religieuse que moi ou pas. Non, moi je veux parler aux mentonnais, à tous les mentonnais qui vivent à Menton, qui contribuent à faire vivre la ville et qui veulent que cette ville, elle se développe. Alors après, Julie, ouais, allez-y. Non, je rebondis. Effectivement, on a beaucoup de commentaires de personnes, peut-être des partisans d'ailleurs, qui nous disent enfin un vrai mentonné. On a parlé de votre attachement au folklore, justement. Vous, maire de Menton, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour maintenir l'identité mentonnaise et son folklore? C'est capital qu'on puisse maintenir l'identité mentonnaise, parce qu'une identité qui disparaît, c'est une ville qui se meurt. J'ai été confronté, j'ai été sensibilisé au parler mentonnais. Il faut qu'on puisse maintenir cette langue locale à travers des interventions plus fréquentes au niveau des établissements scolaires, en formant aussi les mentonnais volontaires qui souhaiteraient participer à transmettre cet héritage linguistique et culturel, en renforçant les actions en faveur des groupes folkloriques locaux et en faisant en sorte que les fêtes patronales de la ville soient vraiment des grands moments de communion et de rassemblement le plus large possible, parce qu'on a une histoire particulière qui est tout à fait singulière entre Monaco et l'Italie, et il faut qu'on préserve cette identité parce qu'on a besoin de s'enraciner au plus profond pour être fier de ce que l'on est et aller porter des projets de l'avant sur le XXIe siècle. 2 dernières choses, Florent Champion. Donc ensuite, vous faites Sciences Po à Paris, et puis vous travaillez maintenant au gouvernement, à Monaco, vous travaillez au gouvernement princier. Vous êtes secrétaire exécutif de l'accord Ramoge. Alors l'accord Ramoge, c'est un accord entre la France et l'Italie et Monaco de protection du milieu marin. Est-ce que ça a contribué à développer une conscience écologique chez vous?
Oui, parce que pour vous parler très franchement, c'est vrai qu'à la suite de mes études, j'étais plutôt disposé à passer de manière très classique des concours de la fonction publique française. Comme tout bon Mentonais, j'avais à cœur de revenir à proximité de mon territoire, de mon campanin. Donc j'ai eu l'opportunité d'intégrer le gouvernement princier à Monaco sur ces questions. Ça s'est fait de manière assez impromptue et c'est une matière que j'ai apprise à découvrir, à laquelle je me suis formé, avec toujours cette volonté de faire dialoguer les intérêts communs en matière de préservation de la Méditerranée, de notre patrimoine biologique que nous avons en partage, entre les 3 pays qui sont la France, Monaco et l'Italie, parce que nous partageons un bassin de vie commun. Et c'est extrêmement enrichissant et motivant au quotidien, même si c'est un échelon tout à fait local, de pouvoir mettre en œuvre des programmes concrets pour préserver l'habitat marin et veiller contre les pollutions marines. La question de conclusion, Florent Champion, qu'est-ce que vous dites aux électeurs mentonnais qui se disent on est un petit peu perdu parce qu'il y a beaucoup de candidats, notamment beaucoup de candidats à droite, on ne sait pas trop qui choisir. Si vous deviez retenir une chose qui fait l'originalité de votre candidature? Je me bats pour ma ville, pour le quotidien des habitants. Ça, tout le monde va le dire. Non, mais je veux surtout, à travers ce message-là, qu'on puisse intéresser le plus possible de gens possible à l'élection municipale. Quand vous prenez la dernière fois le pourcentage de participation, on était à un Mentonais sur 2 qui s'est déplacé aux urnes. Moi, je veux essayer de simplifier, de vulgariser les éléments de compréhension par rapport aux problématiques de Menton en proposant des solutions concrètes. Et ce discours de pédagogie, je veux le porter à travers un collectif compétent, expérimenté, attaché à sa ville, pour intéresser le plus possible de gens à aller voter. Alors, quelle que soit votre opinion, quelle que soit votre orientation, si vous vous posez encore des questions, allez voir les programmes des différents candidats, intéressez-vous à eux, intéressez-vous aux listes qu'ils vont porter et surtout, allez voter parce que la proximité, le local, c'est votre quotidien et ça vous concerne tous. Merci beaucoup Florent Champion et merci Julie. Merci Henri.